L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 13 avril 2020, 17 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Pandémie de la COVID-19, le gouvernement présente le bilan de la journée et invite la population à demeurer vigilante. Le CHSLD La Salle empeste la négligence, juge une préposée. COVID-19, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny annule des activités de financement et lance un appel à tous pour les masques. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici les principaux éléments pour le 11 avril en lien avec la situation de la COVID-19 dans la région. 17 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portant à 247 le nombre total en Chaudière-Appalaches. 8 personnes sont hospitalisées, dont 4 aux soins intensifs. Il y a 4 décès. Il y a toujours moins de 5 cas positifs infectés par la COVID-19 dans la MRC de Lillet et toujours 6 dans celle de Montmagny. Situation au manoir Liverpool, 3 nouveaux cas positifs portant à 36 cas confirmés, excusez-moi, dont 25 résidents et 11 travailleurs de la santé. 7 personnes sont hospitalisées et on dénombre 3 décès. Rappelons que le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, assume maintenant la gestion temporaire des activités dans cette résidence afin de soutenir les gestionnaires. L'objectif est d'offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité à l'ensemble des résidents, tout en assurant la protection des travailleurs. Situation au manoir de l'Arbre Argenté, la situation est identique à la veille, aucun nouveau cas. Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec font état de 554 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 12 846. Durant cette même période, 39 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui mène à un total de 328, tandis que 46 nouvelles hospitalisations sont dénombrées pour un cumulatif de 824. Parmi celles-ci, on enregistre une augmentation de 6 personnes qui se trouvent aux soins intensifs pour un total de 217. Malgré les nouveaux décès enregistrés, le gouvernement du Québec se montre encouragé devant l'évolution contrôlée de la propagation du virus, de même que le nombre de nouvelles hospitalisations et admissions aux soins intensifs. Ces données indiquent que les efforts déployés par les Québécoises et les Québécois entraînent les effets escomptés, mais surtout qu'ils doivent être maintenus sans relâche. Au cours des prochains jours, et conformément à ce qu'a annoncé le premier ministre, des équipes du ministère de la Santé et des Services sociaux feront des vérifications de la situation qui prévaut dans les 40 centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD, privés non conventionnés au Québec.
Tous les efforts sont actuellement déployés afin de protéger les personnes aînées et d'éviter des situations tragiques comme celle observée au CHSLD privé non conventionné Héron. Par ailleurs, le ministère continue de suivre de façon très serrée la situation qui prévaut dans l'ensemble des CHSLD et dans les résidences privées pour aînés sur le territoire. Des ressources additionnelles continuent d'être déployées et tout est mis en œuvre afin de prévenir de nouvelles éclosions. Rappel des consignes. Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, il est important, notamment, de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon durant 20 secondes, particulièrement lorsqu'on arrive de l'extérieur. De se désinfecter les mains avec une solution à base d'alcool si l'on n'a pas accès à de l'eau et à du savon. De conserver une distance de 2 mètres avec les autres personnes. D'éviter tout rassemblement. De rester chez soi, sauf en cas de nécessité. En cas d'apparition de symptômes, s'isoler, tousser à l'intérieur de son coude, jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation et se laver les mains par la suite. Consultez le guide auto-soin ou appelez la ligne 1-877-644-4545 pour connaître les mesures à prendre. Constatant que la pandémie de la COVID-19 prenait de l'ampleur au Québec, une étudiante a voulu se sentir utile et a décidé d'aller prêter main forte au système de santé. On vous raconte son histoire après la pause. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Constatant que la pandémie de la COVID-19 prenait de l'ampleur au Québec, une étudiante a voulu se sentir utile et a décidé d'aller prêter main forte au système de santé. Selon le Journal de Québec, c'est qu'il y aura découvert dépeint un triste et inquiétant portrait de la situation que vivent plusieurs aînés dans la province, mais aussi plusieurs travailleurs affectés dans ces résidences. Terry Laplante-Beauchamp est une étudiante à la maîtrise en microbiologie et immunologie, titulaire d'un baccalauréat dans le même domaine. Possédant également une formation de préposé aux bénéficiaires, Mme Laplante-Beauchamp a postulé dans un CIU3S qui l'a envoyé au CHSLD La Salle. Le travail d'urgence qu'elle effectuera révélera des failles administratives majeures dans l'organisation du personnel durant la pandémie. Cette incursion révélera aussi des traitements qui frôlent la maltraitance pour ces résidents confinés qui supplient qu'on les laisse mourir. Terry Laplante-Beauchamp, rare employé à parler à visage découvert des conditions de vie et de travail déplorables dans les CHSLD, est aujourd'hui en attente des résultats de son test de dépistage de la COVID-19. À bout de souffle, la jeune préposée a dû être conduite en ambulance à l'urgence. Elle est maintenant en quarantaine chez elle. Mme Laplante-Beauchamp a tenu un journal lors de ses 3 jours travaillés dans cet établissement, l'un de ceux où il y a de plus de victimes du nouveau coronavirus. Voici le résumé choc de ces 3 journées au CHSLD La Salle, une résidence qui empeste la négligence. Voici donc le journal de Terry Laplante-Beauchamp, rapporté par le Journal de Québec. Jour 1,
Je débute mon premier quart à 15h30 sans aucune journée d'accueil ou de formation. À mon arrivée au centre d'hébergement, le coordonnateur, la personne qui gère le centre d'hébergement, semble confuse. C'est à ce moment que je réalise qu'on m'a assigné à l'étage des patients positifs pour le COVID-19. Je suis nouvelle et on m'assigne à l'étage qui requiert des employés expérimentés. Le coordonnateur ne me donne aucune directive quant aux mesures d'hygiène ni d'indication de l'utilisation de l'équipement de protection individuelle. Je lui demande de fournir... je lui demande de me fournir un masque N95, mais il me dit qu'il ne peut pas. Sur mon étage, nous sommes 3 préposés aux bénéficiaires pour 35 patients, dont 21 positifs au COVID-19. La plus expérimentée d'entre nous travaille à temps partiel depuis quelque temps. L'autre a débuté la veille et est très anxieuse car elle ne connaît pas non plus les directives et on vient de lui demander de changer d'étage pour celui-ci. Durant le quart de travail, je la trouverai en pleurs au poste des infirmiers. Au début de mon premier quart, il n'y a pas de réunion du personnel infirmier. Nous ne connaissons pas les routines des patients ni leur niveau de mobilité ou d'autonomie. On ne lui transmet aucune directive. Nous suivons donc la préposée aux bénéficiaires la plus expérimentée. Dans l'allée de droite, il y a 11 chambres de patients infectés au COVID-19 avec une toile en plastique qui les sépare. Dans l'allée de gauche, il y a 24 chambres avec 5 résidents positifs pour la COVID-19. Ces chambres ne sont pas regroupées. Elles sont éparpillées parmi les chambres de patients non infectés. Avant d'entrer dans chaque chambre où se trouve un patient contaminé, il faut suivre les étapes suivantes. Mettre une jaquette d'isolement, des gants, un masque et une visière. À la sortie, la jaquette, le masque et les gants doivent être jetés dans la poubelle et les mains doivent être désinfectées. La préposée aux bénéficiaires la plus expérimentée me reproche de suivre ces étapes. Je lui explique que c'est ce qu'il faut faire, mais elle me dit que nous n'avons pas le temps. La préposée aux bénéficiaires la plus expérimentée prend plusieurs pauses et disparaît plusieurs fois sans nous en aviser. Celle-ci est tellement dépassée par la gestion de la pandémie dans le centre d'hébergement qu'elle semble avoir perdu son humanité. Elle parle à peine aux patients, manque de délicatesse et démontre peu d'empathie. Elle laisse sonner les cloches et s'exaspère à chaque demande d'aide par les résidents, car elle n'en peut plus. Après le souper des résidents, je prends quelques minutes pour me reposer et je m'assois dans la cuisine. Madame A, une patiente avec une très légère démence, vient me voir. « Tu as l'air vraiment fatigué. J'ai remarqué que tu n'as pas encore soupé. Tu devrais manger quelque chose, me dit-elle. » Elle reste avec moi durant le dîner et me raconte un peu sa vie, puis me parle des inquiétudes face à la pandémie. Elle me dit qu'elle n'en peut plus d'être confinée à sa chambre et désire partir le plus rapidement possible. À la fin de mon quart, je rentre chez moi pour une courte nuit de sommeil, car le lendemain, un double quart de travail, de 7h30 à 23h30, sur le même étage m'attend. Le jour 2, en arrivant sur l'étage, je note que les infirmiers semblent inquiets. On me dit que parmi les 5 préposés aux bénéficiaires qui doivent travailler aujourd'hui, je suis la seule qu'ils ont pu trouver. Le coordonnateur de l'établissement devra aller chercher d'autres employés sur les différents étages. Les résidents sont impatients et agités par tout le chamboulement de leur routine habituelle et me font part de leur frustration. Madame B, la plus jeune résidente du centre, me dit qu'elle n'a pas pris de bain complet depuis des semaines et que son lit n'a pas été changé non plus. On ne lui lave que le visage, les aisselles et les parties intimes. Tous les autres résidents sont dans la même situation. Madame S, une patiente de 87 ans, me répète sans cesse à quel point elle désire mourir, qu'elle n'en peut plus de la solitude et du confinement, que sa perte d'autonomie est en train de la rendre complètement folle et qu'elle ne trouve plus de raison de vivre. Elle pleure et me demande un câlin, mais je ne peux pas risquer de la contaminer, même si le cœur me fend en deux. Je m'agenouille devant son fauteuil roulant, lui serre les mains et tente de la rassurer en lui disant que je serai là pour l'aider à passer au travers et de sonner si elle a besoin de quoi que ce soit. Elle me remercie infiniment. Madame S. décédera subitement quelques jours plus tard. Plusieurs autres patients sont fortement déprimés et ont des idées noires. On me dit « Je veux mourir, laissez-moi mourir en paix, je suis en train de mourir, je n'en peux plus ».
Des patients refusent complètement de manger et sont en déclin. Ceux qui doivent marcher quotidiennement ou se lever pour aller aux toilettes avec assistance pour conserver leur autonomie sont confinés dans leur lit et doivent porter une couche. Les patients qui requièrent une aide complète pour manger ne peuvent souvent pas terminer leur repas car les préposés aux bénéficiaires n'ont pas le temps. La plupart d'entre eux sont déshydratés car les préposés aux bénéficiaires ont peu ou pas de temps pour distribuer de l'eau ou du jus durant leur quart de travail. Les résidents ont les cheveux gras, leurs ongles sont sales et longs, leurs vêtements sont souillés et réutilisés quotidiennement. Les soins de bouche ne sont pas réalisés. Leurs chambres ne sont pas nettoyées et des mouches à fruits volants un peu partout. L'établissement empeste la négligence. M. H. est dans un état déplorable. Sa télé ne fonctionne plus et il ne possède rien pour le distraire. Il n'a pas de téléphone, pas de radio, pas de livre. Il se laisse aller, ne fait plus sa toilette et ne se rase plus la barbe. À quoi bon, me dit-il. Au poste des infirmiers, le téléphone sonne sans cesse. Les familles de résidents n'ayant pas de téléphone dans leur chambre demandent des nouvelles d'eux. L'infirmier me dit de ne pas répondre à tous les appels car ça ne finit jamais. On n'a pas le temps. Je n'ose pas m'imaginer l'angoisse des familles qui n'ont aucune nouvelle de leurs proches. Je réponds tout de même à quelques appels. La fille de Mme N, qui a été testée positive pour le COVID-19, me demande des nouvelles. Elle ne va pas bien. Elle est en fin de vie. Une autre famille téléphone pour me dire que leur mère, aussi infectée par le virus, ne répond pas au téléphone. La patiente a une mobilité réduite. Elle n'arrive pas à soulever le combiné. Je l'assiste pour qu'elle puisse contacter sa famille. La famille de Mme F, une patiente infectée, se présente à sa fenêtre. On ne peut pas leur ouvrir la fenêtre. Ils sont impuissants devant leur mère inconsciente qui a une respiration saccadée. Je vois l'inquiétude dans leurs yeux et je suis déchiré. Mme F décédera le soir même. Durant mon quart de soir, 2 patients infectés sur mon étage perdent la vie. Les familles de ces patients sont dévastées puisqu'elles n'ont pu être à leur chevet durant leurs derniers moments. Ils sont donc décédés dans la solitude. L'arrivée de nouveaux personnels infirmiers entraîne une négligence involontaire des résidents. Mme V est à un stade avancé de dystrophie musculaire et a besoin d'assistance complète. Or, l'infirmière dépose ses médicaments, dont des antidouleurs, sur sa table de chevet et ne lui donne pas. Je retrouve Mme V en douleur extrême lors de ma dernière tournée. Mais Mme V a un cœur en or, elle dit comprendre la situation et ne pas nous en vouloir. Elle sait que nous sommes débordés et que nous faisons du mieux qu'on peut. Durant le quart de jour, je vois les préposés aux bénéficiaires qui sont assignés aux résidents infectés se promener dans leur équipement de protection individuelle souillé dans les corridors. Elles se protègent mais ne protègent pas les autres. On leur a dit de ne pas enlever leur équipement entre les 2 corridors s'ils entrent dans les chambres contaminées. Vers 22 heures, les 2 préposés aux bénéficiaires décident de quitter plus tôt que prévu. Je suis donc seul avec les patients jusqu'à 23h30. Les cloches sonnent et je dois passer des chambres infectées aux chambres non infectées. Je rentre chez moi vers minuit et j'ai de la difficulté à monter les marches jusqu'à mon appartement. Je suis exténué et je commence à être très anxieuse face à la gestion de la pandémie dans ce centre d'hébergement qui est quasi inexistante. Jour 3, après seulement quelques heures de sommeil, je débute mon deuxième double quart à 7h30. Il manque 3 préposés aux bénéficiaires. Les patients ne peuvent pas recevoir toute l'aide dont ils ont besoin car nous sommes majoritairement nouvelles, donc lentes et peu habituées. Les conséquences de la pandémie me frappent encore de plein fouet. C'est l'anniversaire de Mme P, mais elle ne peut pas fêter avec les siens. Sa fille se présente à sa fenêtre avec une grosse affiche qui lui souhaite « Joyeux anniversaire », mais Mme P est en fauteuil roulant et peut à peine la voir. Elle parle au téléphone avec sa fille et les 2 pleurent. La fille de Mme H est à sa fenêtre, sous la pluie, et tente de la motiver à manger. Mais celle-ci a beaucoup dépéri dans les dernières semaines, est semi-consciente et mange très peu. Nous tournons son lit vers la fenêtre, mais elle ne réagit pas à la voix de sa fille. Mme O a été transférée au début de la pandémie et ne possède aucun effet personnel sauf une paire de chaussettes. Elle est positive au COVID-19 et souffre de démence. Elle tente sans cesse de s'enfuir de l'étage en marchant sur ses chaussettes souillées. Elle crie « Aidez-moi, je ne veux pas mourir, je veux rentrer chez moi ».
Aidez-moi, s'il vous plaît, je suis désolé. Les patients avec démence croient que nous les abandonnons volontairement. Un autre patient infecté tente de sortir de la zone de confinement, mais je dois lui dire de retourner à sa chambre. Lorsqu'il se tourne, je remarque que sa jaquette est tachée de sang. Les patients confinés dans leur petite chambre n'ont rien d'autre à faire que de rester couchés et beaucoup d'entre eux développent des plaies de lit. Le confinement des patients dans leur chambre les empêche de faire le minimum d'exercice dont ils ont besoin quotidiennement. Ils sont donc majoritairement tous en chute libre dans leur perte d'autonomie et n'ont rien d'autre à faire de leur journée que de déprimer seuls dans leur chambre. Vers midi, je cherche la coordonnatrice car je ne me sens pas bien. J'ai des bouffées de chaleur, la suée qui coule sur mon front me brûle les yeux, j'ai de la difficulté à marcher, je suis exténué et j'ai très mal au dos. Je ne la trouve pas. Durant la journée, je tente de la trouver à plusieurs reprises, puis l'infirmier me dit qu'elle est partie. Il y a plusieurs heures. Il n'y a donc personne en charge de l'établissement, alors qu'il doit y avoir quelqu'un en tout temps. Nous sommes laissés à nous-mêmes. C'est à ce moment que je réalise l'ampleur de la situation. La forte augmentation de cas positifs au COVID-19 dans ce centre est causée par les employés qui ne reçoivent pas de directives quant aux mesures d'hygiène à respecter. Aucun plan d'action pour réduire la transmission n'est mis en place ou communiqué aux employés. Les employés ne sont pas protégés adéquatement et ne gagnent pas un salaire suffisant pour mettre leur santé mentale et physique en péril. Certains employés profitent de l'absence de gestion et ne se présentent pas au travail, sans en aviser quiconque, ou bien prennent de nombreuses pauses lorsqu'ils n'en peuvent plus. Ils ont peur d'attraper le virus, peur de le transmettre à leurs proches, à leurs enfants. Ils voient les patients qu'ils côtoient perdre la vie les uns après les autres. Je ne les blâme pas, ils ont besoin d'être rassurés, d'être protégés adéquatement et guidés par la direction. La gestion de la crise COVID-19 comporte d'énormes lacunes qui auraient dû être éliminées il y a plusieurs semaines. Tout d'abord, éviter de changer des employés d'étage ou d'établissement, de même que de ne pas mêler patients positifs et négatifs dans la même allée, aurait probablement pu réduire le risque de propagation du virus. Répéter les directives d'isolement à respecter à chaque début du quart de travail, les afficher dans le centre et fournir de l'équipement de protection individuelle adéquat aurait grandement rassuré le personnel soignant. Fournir une ligne téléphonique aux patients, distribuer des livres ou autres matériels de divertissement en ayant recours aux dons de la population s'il le faut, aurait permis de diminuer la solitude et l'abandon ressentis par les résidents. Je lève mon chapeau au personnel soignant, surtout les préposés aux bénéficiaires qui font de leur mieux malgré les circonstances. Je lève aussi mon chapeau aux résidents qui font preuve d'une compréhension et d'une empathie hors norme envers le personnel soignant et qui souvent nous remontent le moral quand celui-ci est au plus bas. Le contexte de la pandémie de COVID-19 au Québec commande que toutes les sphères de la communauté s'adaptent et contribuent à la bataille. C'est d'ailleurs dans cet esprit que la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny annule ses 2 prochaines activités de financement. Ainsi, le tournoi de golf qui devait avoir lieu le 5 juin prochain et la tournée des vainqueurs, qui devait se tenir le 15 août, n'auront pas lieu. L'incertitude qui plane quant à la date à laquelle prendront fin les mesures de confinement oblige la Fondation à prendre cette décision. Cependant, l'organisme tient à rassurer la population à l'effet que l'aide financière octroyée à l'hôpital de Montmagny sera maintenue. Fidèle à sa mission, la Fondation continuera, comme prévu, à soutenir l'amélioration des soins et des services offerts à la population. Nous ne voulions pas que la communauté subisse un double impact de cette crise sanitaire historique, de préciser Valérie Mercier, présidente. Nous remercions tous les donateurs et participants à d'autres activités de financement qui nous permettent de maintenir notre soutien. La Fondation souhaite aussi faire un appel aux dentistes, vétérinaires, entreprises d'entretien ménager, de construction, de nettoyage ou toute autre entreprise qui aurait en sa possession des masques N95, KN95 et des masques de procédure. Comme ces articles sont très prisés en ce moment, les entreprises sont invitées à contacter la Fondation pour lui en faire don. En terminant, la Fondation joint sa voix à celle des experts en santé publique pour inviter les gens à observer à la lettre les consignes de distanciation sociale et le lavage des mains.
C'est tous ensemble que cette crise pourra être traversée. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 860 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Avril, mois de l'autisme. Si Théo était autiste, faute de place en service scolaire adapté pour l'accueillir, ses parents devraient s'improviser enseignants et éducateurs. Justement, Théo est autiste. Il fait partie de la catégorie des élèves handicapés dont la hausse a été la plus forte depuis 2001. Pour lui permettre de fréquenter l'école et d'apprendre, Théo a besoin de soutien spécialisé. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Samedi, c'était quand même beau. Mais rien d'extraordinaire. Mais hier, j'espère que vous en avez profité, pour ceux qui le peuvent, excusez-moi, j'espère que vous en avez profité pour aller prendre une petite marche, aller faire une petite promenade en ville. C'était merveilleux comme journée. On a connu probablement à certains endroits là, 10, 11 degrés. Et comme disait mon collègue Carbo-Télésino, eh bien, il faisait plus chaud en fin d'après-midi parce que les vents étaient probablement moins présents. Donc, une belle journée. Puis la neige a fondu hier. Vraiment, c'était beau. Maintenant, il y a un avertissement de vent violent au cours des prochaines heures. Secteur de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien et Saint-Pamphile. Des vents du sud-ouest qui atteindront 90 km/h en rafales souffleront tard la nuit prochaine jusqu'à mardi matin. Le vent pourrait emporter des objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages. Donc, un avertissement de vent est émis lorsqu'il y a un risque important que des vents destructeurs soufflent. Alors, il y a des vents forts qui devraient nous atteindre au cours de la nuit prochaine. Donc, excusez-moi. Ce que ça nous donne en résumé d'abord pour aujourd'hui, lundi, c'est du temps nuageux. L'image de radar démontre bien cette masse nuageuse là, qu'on a actuellement et qui va rester avec nous tout au cours de la journée. De la pluie qui va débuter au cours des prochaines heures avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales pouvant aller à 40 au cours de l'avant-midi. Maximum quand même très confortable de 8 degrés pour Montmagny-Lillet, 9 pour la Pocatière, 8 pour Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Pamphile. La pluie cessera au cours de la nuit, mais on aura du temps très venteux. Des vents du sud-est de 20 km/h avec des rafales à 40 qui deviendront du sud-ouest de 50 avec des rafales à 90 après minuit. Minimum de plus 1 degré pour Montmagny-Lillet, 2 pour la Pocatière, moins 1 pour Saint-Paul et 0 pour Saint-Pamphile. Demain, mardi, dégagement, vent du sud-ouest de 40 km/h avec des rafales à 70 qui diminueront à 20 avec des rafales à 40 km/h en après-midi. Donc, ce sera encore venteux là, jusqu'à demain matin et en après-midi, les vents qui diminueront d'intensité. Maximum de 4 degrés pour Montmagny, Lillet, Kamouraska.
Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de -1. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d'averse de neige, du temps venteux pour mercredi. Donc, c'est encore le mois d'avril, vous savez. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh bien, c'est justement la situation qui prévaut, là. On sera toujours bien à la mi-avril et on annonce encore de la neige et du temps venteux. Maximum de 3 degrés pour Montmagny-Lillet et 4 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, minimum de -3. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 4 degrés pour Montmagny-Lillet et de 3 pour Kamouraska. Pour vendredi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de 6 degrés. Samedi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 7. Et pour dimanche, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige et de pluie, avec un maximum de 7 degrés. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 7 degrés. On voudrait avoir plus, mais c'est 7 degrés les normales de saison. Donc, on se situe pas mal dans les normales de saison. Pour la nuit, c'est un minimum de -3 degrés qu'on a comme normale de saison. Le soleil s'est levé à 5h58 ce matin et se couchera à 19h28, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2015 avec 19,1 degrés. Et en 2000, ce fut la plus basse avec -5 degrés. Hier, aucune précipitation, une belle journée de Pâques, maximum de 8 degrés enregistrés et le minimum au cours de la nuit dernière de -4,8 degrés. La pression barométrique est actuellement 101,5 kPa à la baisse. L'humidité est à 86 % et les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 7 km/h. Il fait 3 degrés sous un ciel nuageux. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour la prochaine semaine pour notre région. Les beaux jours sont à nos portées. Il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi de Pâques, lundi 13 avril, et on veut souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires. Exceptionnellement, nous sommes là ce 13 avril. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jacques Fournier. C'est de la part de la chorale Saint-Thomas qui est en pause. Alors, bon anniversaire, Jacques Fournier, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. C'est également aujourd'hui l'anniversaire à Michel Cahouette. Et c'est votre mère qui vous souhaite bon anniversaire, Michel Cahouette, en ce 13 avril. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement. Et je pense que c'est tellement une belle pensée, surtout ces temps-ci. Comme on ne peut pas se voir par le truchement de la télévision, on peut au moins souhaiter bon anniversaire aux gens qu'on aime, nos parents, nos amis. Alors, 281-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Les événements marquants, il y a 100 ans de ça, le 13 avril 1920, à Québec, le procès de Marianne Hood débute 2 mois après la mort de sa belle-fille, Aurore Gagnon, désormais surnommée Aurore l'enfant martyr. La femme sera condamnée à la pendaison, mais la sentence sera commuée en peine d'emprisonnement à vie. Les anniversaires de ce 13 avril, J. Anderson, snowboarder québécois, 45 ans. Davis Love III, golfeur américain, commentateur sportif, il a 56 ans. Garry Kasparov, champion mondial d'échecs, 1985 à 2000, il a 57 ans. Danny Laferrière, écrivain et scénariste né à Port-au-Prince, il a 67 ans aujourd'hui. Robert Toupin, comédien québécois, un excellent comédien d'ailleurs, 72 ans.
Et Jean-Pierre Manceau, auteur, compositeur, interprète, entre autres, de la chanson Théo et Antoinette, qui a été très populaire au milieu des années 70, Jean-Pierre Manceau a 62 ans aujourd'hui. Il a également écrit la chanson « Mon chou, si tu le veux ». Il y a bien d'autres chansons que Jean-Pierre Manceau a écrites. D'ailleurs, il était écrivain pour plusieurs chanteurs québécois. Il est disparu de ce 13 avril. Le 13 avril 2019, l'an dernier, Paul Raymond, 73 ans, musicien, claviériste et guitariste britannique, surtout connu pour sa participation à des groupes majeurs comme Savoy Brown et UFO. En 2018, nous quittait Milos Forman, 86 ans, cinéaste américano-tchèque, récompensé plusieurs fois à Hollywood. En 2017 est décédé Dan Rooney, 84 ans, président des Steelers de Pittsburgh et l'un des administrateurs les plus influents de la Ligue nationale de football. En 2015, Günter Grass, 87 ans, célèbre écrivain allemand, auteur du Tambour. En 2014, Michael Rupert, 63 ans, journaliste d'investigation américain. En 2011, Ercole Turchetti, 82 ans, dit le baron, à l'origine de l'Amicale des sommeliers de Québec et le premier maître d'hôtel du Holiday Inn de Sainte-Foy. En 2010, Steve Reed, 66 ans, musicien, batteur jazz américain, qui a joué notamment avec Miles Davis. En 2009, Mike Friedrich, 54 ans, lanceur des Tigers de Détroit de 1976 à 1980. En 2003, nous quittait Jean Simon, 70 ans, animateur et impresario. En 1999, Marcel Martel, ce grand de la chanson country, est décédé à l'âge de 74 ans. C'est le père de la chanteuse René Martel, tout le monde le sait. Et en 1971, Michel Brière, 21 ans, joueur de hockey des Pingouins de Pittsburgh, de mémoire, est décédé d'un accident de voiture. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 13 avril. Donc, dans quelques instants, on va jaser d'actualité parce qu'on n'a pas de chronique en ce lundi. Et un peu plus tard, dans l'autre partie de l'émission, on vous présente une entrevue que j'ai réalisée la semaine dernière, vendredi, avec Christian Dionne, qui est directeur général du Club de golf de Montmagny. Vous savez, cette pandémie, cette crise qu'on vit actuellement touche toutes les entreprises, y compris nos endroits où l'on peut pratiquer des sports. Et le Club de golf de Montmagny ne fait pas exception. Alors, on va jaser de toutes les préoccupations de notre directeur général du Club de golf de Montmagny. Donc, c'est à ne pas manquer. Et José Soucy sera avec nous en fin d'émission pour nous relater les grands titres de l'actualité, tout ce qui s'est passé au cours de la dernière fin de semaine. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. À la demande du gouvernement du Québec de suspendre les activités non essentielles, votre concessionnaire La Pointe Auto à Montmagny annonce sa fermeture au public pour une durée indéterminée. Pour toute urgence mécanique, 248-8899. La Pointe Auto vous remercie de votre compréhension. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous dis bonjour et bienvenue en ce lundi matin un peu exceptionnel. Je pense que de mémoire, c'est la première fois qu'on est là le lundi de Pâques. Et avec plaisir, je vous dirais que j'avais le goût, je l'ai tous les matins, mais particulièrement aujourd'hui parce que, vous savez, la télévision, c'est un outil de divertissement, c'est un outil d'information. Alors, je pense qu'en ces temps difficiles, on se devait d'être là ce matin pour vous divertir, vous informer. Alors, toute l'équipe, que ce soit Carbo, Télécino, ou encore notre ami José Soucy, journaliste, ces gens-là ont accepté d'embarquer avec moi, puis d'être là ce matin pour que nous puissions vous présenter Bonjour Côte-du-Sud. On salue d'ailleurs les nombreux téléspectateurs qui sont là par le biais de Cogeco et aussi tout le monde parce que c'est 54 d'augmentation. Les derniers chiffres qu'on a pour notre site Internet parce que depuis le 6 janvier dernier, nous diffusons notre émission. Avant ça, c'était sur Facebook. Mais comme Facebook a changé beaucoup leur façon de faire,
nous avons décidé de diffuser maintenant cette émission en direct sur notre site, cmatv.ca. Et c'est 54 % de l'augmentation des gens qui viennent nous regarder via notre site Internet. Donc, faut croire qu'il y a du monde qui apprécie ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs, pour vous. Donc, merci d'être là en aussi grand nombre et merci d'être là ce matin. Je ne sais pas comment vous avez passé votre fin de semaine de Pâques. Moi, je vous dirais, je vais vous parler de la mienne parce qu'elle était un peu particulière. C'est la première fois qu'on vit une fête de Pâques, chacun chez soi. Moi, j'ai 2 garçons qui sont restés à la maison, comme nous. On fait le confinement comme tout le monde. On s'est vus, mais encore là, on garde la distance, on s'est parlé. Mais je vous dirais que passer la fête de Pâques sans avoir notre famille près de nous, ça fait drôle. Et ça fait bizarre, mais je pense, et d'ailleurs, je pense que pour tout le monde, les relations sociales vont être transformées. D'ailleurs, on en parlait dans le Journal de Québec en fin de semaine, parce que ça va nous rapprocher. Vous savez, c'est toujours nos enfants, notre famille, nos parents. On est toujours près d'eux, on les supporte, on les voit, on va les visiter. Et là, quand on va les voir, il faut garder cette distance de confinement, même si c'est nos enfants. Il faut suivre la règle parce qu'elle est bonne pour tout le monde. Donc, c'est difficile, mais il me semble, je ne sais pas pour vous, que ça nous fait apprécier notre famille. Et hier, frères et sœurs, on s'est téléphoné pour se souhaiter joyeuse Pâques. C'était une des rares fois qu'on ne se voyait pas à Pâques. La même chose pour mes enfants. Alors, je ne sais pas comment vous avez passé cette fête de Pâques. Les gens qui sont dans les résidences de personnes âgées, je voyais hier des messages là, de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy qui ont donné l'opportunité aux gens de pouvoir parler par FaceTime. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi FaceTime, là. C'est avec nos téléphones intelligents. On peut voir les gens lorsque, naturellement, eux ont le téléphone intelligent. Ça prend naturellement 2 téléphones intelligents pour que chaque personne puisse se voir. Mais c'est tellement différent d'un appel et de voir la personne. On ne peut pas y toucher, on ne peut pas l'embrasser, la serrer dans nos bras, mais au moins, on peut la voir. Et hier, je voyais la famille Soucy qui soulignait, qui souhaitait une joyeuse Pâques à tous ses résidents et résidentes, et en même temps offrait l'opportunité de pouvoir faire cet exercice, le FaceTime, c'est en anglais, mais c'est comme ça que c'est présenté sur les téléphones intelligents. Et ça permettait aux gens, aux enfants, de voir leurs parents, de les voir parler, de voir le visage. Donc, c'est plus interactif. Donc, bravo à ces gens. Et il y a d'autres résidences de personnes âgées là, qui prennent les moyens pour que ces gens-là passent ces moments difficiles de la plus belle façon, parce que vous savez, ce qu'on entend dans différents CHSLD et résidences de personnes âgées, là, c'est vraiment pas drôle. Bien, moi, je salue les gens de la résidence Manoir Saint-Louis pour leur initiative et surtout pour leur façon de faire avec les personnes, les résidents de la résidence. Je vous salue parce que je sais qu'ils nous regardent tous les jours, donc bravo. Et ce sont des initiatives comme ça qui vont faire qu'on va passer au travers de cette crise qui nous secoue tout le monde. C'est pas évident pour personne. Donc, ça va changer. Même, on parlait de retour du bon voisinage, parce qu'il y en a qui, vous savez, veut pas, là, tout ce qui se passe actuellement, ça change. Je me promène en ville, écoutez, je pense qu'il n'y a pas une journée, à part quand il pleut ou quand vendredi, c'était pas tellement agréable, puis il n'y a pas de facilité à aller marcher. Mais c'est tout ce qui nous reste à faire, d'aller prendre l'air, puis de marcher, pour ceux qui peuvent le faire. Et là, quand on rencontre les gens dans la rue, je vous dirais que ça fait drôle. Parce que là, quand on voit des gens s'en venir, bien, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la distanciation sociale ou physique. Alors, on arrête dans une entrée pour se tasser, ou les gens vont dans la rue, mais les gens respectent
cette distanciation sociale et on se regarde, on se lance un sourire ou encore, j'ai jamais vu autant de monde me dire bonjour. Oui, OK, je suis un personnage connu parce que je fais de la télévision, mais c'est pas vrai que tout le monde me connaît à Montmagny, en tout cas, je pense pas. Et les gens sont de bonne humeur, les gens, bonjour, puis avec un sourire. Ou encore, les gens ne saluent pas, mais un petit sourire dans le coin des lèvres. Je trouve ça sympathique. Je trouve que ça fait du bien que les gens soient où est cette réaction-là, parce que peu importe le niveau où vous êtes, peu importe à quel endroit vous êtes, on vit tout le monde, là, c'est la planète au complet. C'est pas juste à Montmagny ou c'est pas juste la Côte-du-Sud. Tout le monde sur la planète vit cette situation-là. Alors, il y a toutes sortes de façons qu'on peut prendre ou qu'on peut accepter de vivre cette situation-là. Et moi, je trouve ça vraiment, là, je trouve que ça change les gens, ça rapproche les gens. Oui, je m'ennuie de mes enfants parce que j'aimerais, on a une vie de famille tissée serrée. Et de ne pas les recevoir à part, que je vous dirais qu'hier, j'étais avec ma conjointe, puis on a soupé ensemble, pas d'enfants, puis je vous dirais qu'on a trouvé ça difficile. Mais on n'est pas tout seul, tout le monde, on est dans le même bateau. Alors, le fait de s'accrocher un sourire, le fait de se rencontrer, puis de faire cette distanciation sociale-là, ça fait drôle, là, quand on arrive, là, que les gens s'en viennent, puis que là, on fait ça de même pour faire la distanciation sociale, puis après ça, bien là, on revient, chacun, on reprend le trottoir. C'est ça qu'il faut faire et on le respecte, mais moi, c'est le sourire que les gens accrochent dans leur figure. C'est ce que j'apprécie. Alors, bravo. Il y a peut-être juste un petit point négatif, s'il en est un, mais j'ai remarqué que les gens promènent leurs animaux. Et j'ai remarqué que les gens ne ramassent pas nécessairement les dégâts que font leurs animaux sur le trottoir. Et je me permets de le dire parce qu'on a une belle ville, une ville propre. Et je ne peux pas comprendre et surtout pas accepter que les gens ne ramassent pas les besoins de leurs animaux sur les trottoirs. Et j'en ai vu, là, plus que... J'en ai parlé l'année passée. Et ça revient encore. On est supposé traîner un sac, là. Et j'espère que vous n'êtes pas en train de manger, là, mais j'en parle parce qu'on a une ville propre, on a une belle ville. Et il y a des gens encore inconscients qui laissent les excréments de leurs animaux sur le trottoir et je trouve ça extrêmement déplorable, surtout quand on met le pied dedans. Alors, s'il vous plaît, collaborez. On a une belle ville, je suis fier de ma ville, elle est propre, même on a passé le balai un peu partout en ville récemment. On a une belle ville, c'est propre, s'il vous plaît. Ramassez les dégâts de vos chiens, ou sinon gardez vos chiens à la maison si vous n'avez pas le nécessaire ou ce qu'il faut pour le ramasser ou encore que vous ne voulez pas le faire. Pas de festival jusqu'au 31 août. On va vous en parler. Hier, on a reçu les Chants de Marins là, qui ont annoncé officiellement que ça n'aurait pas lieu. Il y a également d'autres festivals là, qui sont annulés, pas reportés. La plupart sont annulés. On dit à 2021. Vous savez déjà que c'est pas facile ce qu'on vit là. Bien là, tous les événements sportifs et culturels sont annulés, jusqu'au 31 août. Alors, il y a des gens qui me parlent, « Ouais, mais le Carrefour mondial de l'accordéon. » Le Carrefour mondial de l'accordéon, Jean, la fête du travail, c'est quelle date? Est-ce que tu peux me le dire? C'est quand même assez tard cette année, c'est le 5 ou le 6 lundi. Jean va me donner ça. Alors, on n'a pas de nouvelles concernant le Carrefour mondial de l'accordéon et on aura probablement des informations ou un communiqué à l'effet de la tenue du Carrefour mondial de l'accordéon. Mais pour l'instant, tout ce qui est festival et événements sportifs, c'est le 7, lundi le 7. Donc, on dit que les événements culturels et sportifs jusqu'au 31 août sont abolis, sont annulés. Alors, comme le Carrefour mondial de l'accordéon a lieu le 7 septembre, probablement qu'ils attendront jusqu'à la dernière minute avant d'annuler le Carrefour, parce que vous savez qu'à chaque hiver, Rénal Ouellette se rend dans différents pays. D'abord, pour aller représenter le Carrefour mondial de l'accordéon, parce que c'est un excellent musicien. Donc, il remet la politesse aux gens qui viennent nous visiter à chaque année. Il va dans les différents
carrefours ou les différents festivals d'accordéon partout sur la planète, donc aux alentours de janvier-février. Et c'est là qu'il va rencontrer les artistes pour les solliciter et les inviter à venir à notre Carrefour mondial. Donc, est-ce que la programmation pour le Carrefour était montée, était faite? Je ne le sais pas, mais on aura sûrement des nouvelles prochainement concernant le Carrefour mondial de l'accordéon. Pour l'instant, tout ce qu'on a comme nouvelles, ce sont les chants de marins et aussi, je recevais un courriel ce matin, les activités qui avaient lieu au Parc du Havre du Souvenir de Lillet qui sont annulées cette année en raison de cette situation. Donc, en plus d'être confiné, on peut pas, on n'aura pas d'événement pour aller se distraire au cours de l'été en raison justement de cette distanciation sociale qu'on doit respecter. On parle beaucoup de l'achat en ligne et vous pouvez, plusieurs commerces le font actuellement, vous pouvez aller acheter et vous savez, je vous incite fortement à le faire localement si le commerce dispose de ce service de l'achat en ligne parce que vous savez que plus on avancera dans le temps, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les commerces vont ouvrir. Et quand les commerces vont ouvrir, c'est la santé publique qui donnera les directives en ce sens-là au premier ministre. Il l'a bien mentionné. Il en est de même pour les écoles. C'est la santé publique qui donnera le OK au premier ministre, qui, lui, donnera les directives en ce sens. Mais, vous savez, samedi, en son point de presse, il ne devait pas être là, puis pourtant, il était là pour parler, entre autres, de ce qui se passe au CHSLD Héron, là, ou Héron ou Héron. Il y en a qui disent Héron, d'autres Héron. Et il a parlé des écoles. Il est revenu sur l'école en mentionnant qu'il ouvrira ou réouvrira les écoles seulement lorsque la direction de la santé publique lui donnera le feu vert, mais aussi, il prendra cette décision comme si c'était ses enfants à lui. Il dit, si j'accepterais que mes enfants aillent à l'école ou retournent à l'école, ce sera dans ce sens-là qu'il prendra la décision. Donc, c'est à suivre. Alors, le commerce en ligne, là, qui devient de plus en plus populaire, donc les commerces qui s'adonnent à cette nouvelle pratique. Donc, je vous invite fortement. Puis écoutez, on va en parler abondamment au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, de l'importance d'encourager, je pense que c'est le bon terme, encourager les commerces locaux afin que l'on puisse les garder, les conserver. Et pour l'ouverture des commerces, c'est remis au 4 mai. Est-ce que ce sera le 4 mai? Est-ce que ce sera le 11? Est-ce que ce sera le 18? On ne le sait pas. Mais probablement que le retour à l'ouverture des commerces se fera progressivement. Je sais qu'on veut remettre les gens de la construction le plus rapidement possible au travail. Et ça, c'est une bonne décision. Vous savez qu'on parle de 260 000 personnes au travail. Mais encore là, puis il y a quelqu'un qui me disait ça hier, puis je trouvais que c'était plein de sens. Oui, correct, on va envoyer le monde de la construction au travail, mais les garderies, parce qu'il faut trouver le moyen de faire garder nos enfants. Alors, je ne voudrais pas être à la place du premier ministre actuellement qui a de grandes décisions à prendre et surtout la relance de l'économie, comment ça va se faire. Je lui fais confiance parce qu'à venir jusqu'à maintenant, il dirige cette crise d'une façon de maître, d'une main de maître, pardon. Mais comment se fera le retour, c'est à suivre parce que ce ne sera pas évident de le faire et ça va faire des contents et ça va faire des mécontents. Alors, c'est déjà tout. C'est pas les grands titres qui manquent ce matin. On parle également, il reste une trentaine de secondes, simplement pour vous parler de la prudence pour l'ouverture des piscines, parce qu'on dit que, comme il y a beaucoup de monde à la maison, on sera pressé de réouvrir les piscines. Donc, il faudra user de prudence. On s'arrête dans quelques instants, la nouvelle positive, et après quoi, on vous présente l'entrevue que j'ai réalisée vendredi avec Christian Dionne du Club de golf Montmagny. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud.
Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, notre nouvelle positive ce matin, du lundi 13, réuni en séance régulière le 8 avril, le Conseil de la MRC de Kamouraska annonce qu'il a été résolu de façon unanime d'accorder une contribution extraordinaire de 20 000 $ à la Banque alimentaire de Moisson-Kamouraska. La contribution de la MRC est offerte par le biais du volet Action de mise en œuvre des outils de planification du Fonds éolien de la MRC de Kamouraska. Il allait de soi pour le Conseil de la MRC d'accorder cette aide financière qui permettra à Moisson-Kamouraska d'aider un plus grand nombre de personnes et d'offrir une plus grande variété de denrées, mentionne le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy. En raison de la pandémie de la COVID-19, de nombreuses personnes du Kamouraska vivent actuellement des situations très difficiles et n'ont d'autre choix que de se tourner vers le service de dépannage alimentaire. Nous avons beaucoup de demandes et nous voulons remercier énormément toutes les personnes qui contribuent à répondre aux besoins des gens de toute la MRC, souligne Mireille Lisotte, directrice générale de Moisson-Kamouraska. Moisson-Kamouraska a vu le nombre de dépannages augmenter de 40 % et la fréquence hebdomadaire des dépannages est passée de 1 à 3 par semaine, en plus de récupérer les services de dépannage alimentaire du Centre Accueil-Partage de Saint-Pascal et de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Donc, une belle nouvelle, là. Le Conseil de la MRC de Kamouraska qui soutient Moisson-Kamouraska pour un montant de 20 000 $ à la Banque alimentaire de Moisson-Kamouraska. C'est une belle nouvelle en ce lundi 13 avril. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Avril, mois de l'autisme. Si Jade était autiste, faute de services d'évaluation, elle devrait continuer à vivre avec ses difficultés sans les comprendre. Justement, Jade est autiste. Elle a été qualifiée de lunatique, névrosée, dépressive bien avant qu'on lui confirme un trouble du spectre de l'autisme. Les adultes, et particulièrement les femmes comme Jade, doivent avoir accès à des services d'évaluation spécialisés. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Mon prochain invité, il est un petit peu hors saison, mais on commence à être pas mal dans la saison. Tout le monde parle de ça actuellement, ce qui va se passer avec le golf. Donc, on a pensé inviter, en ce lundi de Pâques, Christian Dionne du club de golf Montmagny. Salut, Christian. Salut, Michel. Comment ça va? Ben, ça va pas trop mal, Et toi aussi, j'espère? Pas trop déprimé? Oui, ça va bien. Ben, pas trop déprimé. C'est sûr qu'on suit les événements de proche de ce qui se passe dans le monde, mais c'est sûr qu'il faut composer avec ça. On n'a pas le choix. OK. Comment ça se passe? D'abord, on va parler du club de golf. On va parler, voir comment ça se passe actuellement et tes prévisions, en tout cas, ce que tu penses qui va arriver avec la prochaine saison de golf. Mais d'abord, je dirais, il y a eu l'Assemblée générale qui a eu lieu au mois de novembre dernier. Ça a été une bonne année. Oui, l'année 2019 a été très satisfaisante. Écoute, dès le début de la saison, on s'était rencontrés. J'étais venu parler au début un petit peu de la saison. Le terrain est en excellente condition. Les conditions de jeu étaient déjà très belles au départ. Donc, l'achalandage a été là toute la saison. Puis on a eu vraiment une belle année. L'année 2019 reste une des belles années dans les dernières, si on peut dire. Oui. OK. Si on compare avec 2018, Christian? Bien, 2018, si on se souvient, il y a 2 ans, il y avait eu quelques épisodes de verglas durant l'hiver et on avait eu quelques problèmes avec la sortie des verres au printemps. Donc, on avait eu une petite reprise là, au mai-juin. Ça avait été quand même pris un peu de temps. Donc, c'est sûr que là, on avait engendré des coûts supplémentaires qu'on n'engendre pas pour faire reprendre le terrain pour qu'il soit en meilleures conditions. Donc, c'est sûr que financièrement, ça avait été un petit peu plus difficile, mais on avait quand même eu une saison quand même satisfaisante. On se souvient de l'été 2018, il avait fait très chaud. On avait eu un été assez incroyable. Donc, encore là, l'achalandage avait été là. Mais compte tenu du départ un peu plus lent au printemps, la saison 2019 a été meilleure dans l'ensemble. Bon. Et est-ce qu'on a réussi à mettre de l'argent dans les coffres du club? On en met toujours un petit peu à chaque année. C'est pas des gros montants, mais la santé financière du club est positive jusqu'à maintenant, dans les dernières années. Donc, ce qui nous permet là, quand même de sortir la tête un peu hors de l'eau. OK. On parle d'une quarantaine de 1000 $. Est-ce que mon information est bonne? La saison 2019, on a clôturé avec 36 000 $ de profit pour la saison. Là. Ce qui est quand même dans le milieu du golf, là, quand on regarde des golfs en région, il n'y a pas beaucoup de golfs qui sont capables d'aller chercher un profit comme ça. C'est pas toujours comme ça chaque année. Là. L'année 2018, on avait fait à peu près de mémoire autour de 16 000 $ de profit. Mais ça dépend des années. Des années que c'est un peu mieux, des années que c'est un peu moins. On essaie toujours d'équilibrer les revenus-dépenses puis de faire quand même un petit peu de revenus supplémentaires. Est-ce que le réaménagement de la haie qu'on a coupée, on a le starter, le préposé au départ, merci, parce qu'on dit toujours le starter, on les a habitués, mais le préposé au départ qui a été dans le bureau du pro, dans le magasin. Alors, dans la boutique du pro, je vais y arriver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ces termes-là. Alors, on va se réhabituer. Donc, le préposé au départ qui a été placé dans la boutique du pro. Donc, est-ce que tous ces changements-là, ont fait aussi monter la profitabilité du club? Bien, c'est sûr que oui, parce qu'on a récupéré une partie des salaires aussi, parce qu'on n'a pas besoin de toujours travailler à 2 personnes. Quand on se souvient, ça fait quand même 2 ans qu'on a ramené le départ du 1 devant le chalet. Donc, c'est sûr, quand on regarde ça, veut pas, avant, où on partait, là, c'est le 10 maintenant. Pour contrôler un peu les déplacements, on n'avait pas le choix vraiment d'avoir 2 personnes. Donc, les journées qui sont moins achalandées, on peut travailler juste avec une personne dans la boutique qui va accueillir les gens, qui va faire payer les gens qui sont pas membres au club, puis peut en même temps annoncer les départs, qui va partir et tout ça, qui est même capable de suivre ça. C'est sûr qu'en période où on a plus d'achalandage, durant les vacances, les week-ends, mais c'est sûr qu'il y a une deuxième personne qui vient s'ajouter. Des fois, on peut travailler dans la petite cabane de départ qui est un petit peu en retrait, ou travailler tout simplement dans la boutique à 2 là, pour permettre parce que faut penser qu'il y a quand même des téléphones qui rentrent, il y a du monde qui arrive au club, il faut pas perdre le fil aussi de qui est à partir. Donc, des fois, il y a quand même beaucoup de monde à gérer. Fait une personne, c'est pas beaucoup. Fait quand même, mais il y a une récupération éventuelle de salaire qu'on a fait là qui nous permet de nous améliorer financièrement, ça c'est sûr. Est-ce que ça a été bien accueilli, Christian, quand on a changé
le trou numéro 1 pour le mettre au trou numéro 10 et aussi le trou numéro 10 au numéro 1. Est-ce que ça a été bien accueilli par les joueurs et les visiteurs? Oui, les visiteurs, oui, aucun problème. Les joueurs, des fois, les membres, des fois, ont posé les questions, le pourquoi de. Quand on a pris la peine de leur expliquer le pourquoi, ils comprennent bien l'enjeu qui est derrière ça. Puis les gens se sont ralliés à nous, puis ça n'a pas été un problème du tout. Est-ce que tu connais la raison pourquoi on avait changé ça dans le temps? Bien, dans le temps, c'était... Il faut se souvenir, aujourd'hui, la majorité des gens, je prends pour le club de golf Montmagny, les gens jouent en voiture de golf. Si on recule d'il y a une vingtaine d'années, même 25 ans, où ça a été changé, c'est que là, les gens marchaient beaucoup plus, sac à l'épaule beaucoup plus, et là, on voulait faciliter le parcours. C'est-à-dire, comme il y a plus de côtes dans la partie d'en bas, bien, on va les faire commencer par là et finir sur la partie qui est plus planche. Donc, pour faciliter les marcheurs. Mais aujourd'hui, je vous dirais que pratiquement 8, même 9 golfeurs sur 10 utilisent une voiture de golf. Donc, cette raison-là, aujourd'hui, il y a toi, Michel, qui marche encore, mais plusieurs personnes qui ne marchent plus. Donc... Alors, remarque que quand je peux le marcher, à part des tournois qu'on ne peut pas marcher, c'est un sport. Hein? Fait, quand on peut le marcher, on le marche, effectivement. Christian, parlons maintenant de la prochaine saison. On entend là, qu'il y a le tournoi de la Fondation de l'Hôpital qui a été annulé et d'autres le seront probablement. Vous avez perdu cette année, du moins, mais là, il n'y aura pas lieu le tournoi de la Classique Pêchot. Comment tu vois la prochaine année 2020? Je sais que tu n'as pas le bout de cristal, mais est-ce que tu peux me dire comment tu entrevois ça? D'abord, est-ce que la neige a commencé à fondre? Est-ce que ça commence à être accessible? Oui, la neige a commencé à fondre, c'est sûr. Ça, on le voit, là, on se prépare tranquillement. On espère. Ce qui est dur à dire maintenant, c'est que les gens nous demandent est-ce qu'il y aura une saison de golf et quand aura eu lieu la saison de golf? Moi, je dis aux gens, il y aura une saison de golf. Sur quelle forme elle va prendre et le moment où elle va débuter, bien ça, pour le moment, on ne le sait pas. C'est sûr qu'on est en constante communication avec des associations de golf, que ce soit Golf Québec, Golf Canada ou l'Association des clubs de golf du Québec et l'Association des surintendants de golf du Québec. On a des discussions avec eux. Ils forcent la main. Ils discutent beaucoup avec les gouvernements, autant provincial que fédéral, pour voir de quelle façon ça peut se préparer et s'enclencher la saison de golf. Parce que faut se dire une chose, on est au début d'avril, mais à Montréal, il y a des clubs qui sont prêts à ouvrir et qui sont fermés présentement. Donc, de toute façon, pour le moment, on le sait, tout ce qui est service non essentiel a été arrêté jusqu'au 4 mai. Pour nous, à Montmagny, en temps normal, on rouvre dans les premières journées de mai. Donc, pour le moment, c'est pas dramatique. Sauf que là, est-ce que la saison pourra débuter en mai ou ça ira en juin? Il y a une chose qui est sûre, c'est que le golf est un loisir où la distanciation sociale peut quand même être faite de façon quand même assez facile. Si tu viens jouer, je prends 2 golfeurs viennent jouer, et s'ils marchent, le respecter le 2 mètres de distance est très, très, très facile. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y aura des discussions comme ça qui sont déjà faites avec les gouvernements, mais là, pour le moment, on n'en est pas là. Mais on va savoir probablement d'ici la fin du mois d'avril les directives et le moment où les clubs de golf auront une permission d'ouvrir. On se doute bien qu'on n'aura pas le droit d'utiliser tous les services. On se doute bien que les rassemblements au niveau du chalet ne seront pas permis, du moins pour une période de temps, surtout au début. Mais moi, j'ose croire qu'on aura une saison de golf quand même qui débutera pas trop tard au printemps. Christian, est-ce que le club de golf est en mesure ou en situation financière pour passer une année en dents de scie, parce que c'est probablement ce qui va se produire? Est-ce que financièrement, là, vous êtes assez solide là, pour passer au travers d'une année plus difficile? Bien, je te dirais, c'est sûr que si on a... Un club de golf, tu sais, c'est pas juste une bâtisse à opérer, c'est un terrain. Donc, même si on n'opère pas, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas de revenus, il n'y a pas personne qui vient jouer, il va falloir quand même en gérer des coûts d'opération. Parce que le gazon, excuse-moi l'expression, mais le gazon va pousser pareil. Il va falloir tondre nos verres, peut-être pas aussi fréquemment qu'on le fait, mais il va falloir tondre nos verres, il va falloir tondre nos départs, il va falloir tondre nos centres d'allée, notre rough, notre light rough. Il va falloir fertiliser, il va falloir arroser s'il y a des sécheresses. Il va falloir qu'il y ait de la main-d'œuvre qui travaille quand même, parce qu'on ne peut pas dire, on ferme la clé dans la porte, puis si on a le hockey le 1er juillet ou le 1er août, on débarre ça, puis on allume la lumière, puis on commence. Et ça va être trop tard, on ne pourra pas récupérer on ne peut pas laisser aller le terrain. Donc, il va falloir travailler quand même.
Et vous ne pouvez pas laisser une année, vous pouvez pas laisser, si jamais il n'y avait pas de golf cette année, vous ne pouvez pas laisser le terrain, il faut qu'il soit entretenu quand même pour qu'il soit beau l'année prochaine. Exactement. Un jour, on va reprendre la vie va reprendre son cours et les gens vont continuer de jouer au golf. Il va falloir que le terrain soit prêt à ce moment-là. On ne peut pas se permettre d'attendre puis de dire on fera rien pantoute. Mais non, ça, je pense là-dessus, on a eu des discussions. Bon, les associations vont nous baquer là-dedans. Il y a des mesures là, que le gouvernement met en place. On va pouvoir être aidé aussi là-dedans. C'est sûr que nous, comme je dis, on ne peut pas mettre la clé dans la porte, puis il n'y a pas de revenus, puis limiter les dépenses. Oui, on a toujours les dépenses de coûts fixes, mais ça, toutes les autres entreprises vont les avoir. Mais nous, il y a quand même des dépenses d'opération. Et c'est là que le créancier va rentrer en ligne de compte pour nous aider là-dedans. Et le fait, Michel, comme je te disais tantôt, d'avoir eu des bonnes années financières, dans les 5 dernières années du moins, va nous aider, va nous donner plus de marge de manœuvre qu'un autre club de golf qui, lui, dans les dernières années, il était à perte et là, la marge de manœuvre pour emprunter ou pour aller chercher des liquidités est moins là. Donc, nous, de ce côté-là, on s'est bien démarqué dans les dernières années, donc ça va nous donner une bonne chance. Est-ce qu'il y a certains terrains de golf qui pourraient être menacés, tu crois? Honnêtement, Michel, si jamais on a le pire des scénarios, parce que la semaine passée, même en fin de semaine, il y avait des articles dans les médias qui disaient une saison de golf en septembre. Et là, moi, j'ai sursauté quand j'ai vu ça. Je pense que c'est un peu dramatique, là, dans le fond. Je pense qu'il y a moyen de jouer au golf avant le mois de septembre. Mais, comme je dis, en faisant la distanciation sociale et en évitant les rassemblements, advenant dans le cas de ça, qu'il y aurait une saison qui partirait pas ou qui partirait pratiquement à l'automne, je crois qu'il y a des clubs de golf qui, en 2021, ne pourraient pas tout simplement opérer. Parce que, veut pas, l'industrie du golf est une industrie très fragile. On a 5 à 6 mois pour engendrer, pour emmagasiner des revenus, pour payer, pour entretenir tout ça, ce beau parterre-là. Donc, si la saison ne débute pas, ça va être difficile pour le golf dans le futur au Québec. Il y a plusieurs clubs de golf qui vont tomber parce qu'il y a des clubs de golf qui ont des dettes très importantes et qui n'auront tout simplement plus la capacité financière de payer. Est-ce que le club de golf de Montmagny, parce qu'on avait procédé il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, à la réparation, la réfection du chalet, est-ce que le club de golf est endetté? C'est quoi la situation financière du club actuellement? La situation financière du club était bonne à venir jusqu'à maintenant. C'est sûr que là, on est en attente de savoir qu'est-ce qui va se passer. On a une dette, comme à peu près tous les clubs de golf. Le chalet date de quand même du milieu des années 90. Ça fait quand même 25 ans de ça. Le dernier gros emprunt était surtout pour l'irrigation, au début des années 2000, quand on a irrigué l'ensemble du parcours. C'est sûr qu'on rembourse notre capital et intérêt chaque année là-dessus. Puis on réussit quand même, comme je te disais tantôt, à sortir un petit peu de bénéfice à travers ça. Donc, la situation du club est bien. Il n'y a pas excusez l'expression, il n'y a pas de folie à faire, mais c'est ça. Donc, on suit les événements proches. On espère d'être capable de débuter quand même la saison pas trop tard pour que les gens... Puis, il y a une chose aussi, c'est que je pense que là, les gens sont confinés à la maison avec très peu de sorties. On limite les déplacements. Quand le gouvernement donnera la possibilité de pratiquer des sports et des loisirs, je pense que le golf va être très recherché. Les gens vont dire on a le goût d'aller dehors, prendre l'air, puis je pense que le golf va accueillir quand même beaucoup de monde à ce moment-là. Est-ce que tes employés ont commencé à travailler? Jean Mainville et son équipe, est-ce qu'ils ont déjà commencé? Est-ce qu'on est à préparer le terrain actuellement, même s'il y a encore beaucoup de neige? Oui, on peut le préparer. Nous, dans le fond, quand le gouvernement a annoncé le 23 mars dernier que comme les services non essentiels ne devaient plus travailler, on faisait partie de ceux-là. Nous, on avait commencé tranquillement à préparer, à dégager nos verres. On était à cette période-là, à ce moment-là. Et le lendemain, le 24, les associations de golf ont mis beaucoup de pression sur le gouvernement en disant, écoutez, on comprend que les clubs de golf ne sont pas un service essentiel, mais permettez au moins que les travaux printaniers puissent se faire en limitant toujours la distanciation et respectant le 2 mètres de distance entre les personnes.
Et on a pu revenir. Donc, dans le fond, Jean peut travailler. On l'a limité. Il n'y a pas beaucoup de travailleurs. Dans le fond, ils sont 2 à travailler, dégager les verres, les départs. Là, on finalise là, nos accès pour se rendre partout. On a mis des toiles de germination sur les endroits qui étaient plus problématiques là, sur des verres. Mais on a la possibilité de travailler. On a eu le OK, mais en limitant le nombre de personnes. Puis c'est ce qu'on fait. On respecte les directives du gouvernement. Normalement, le club de golf ouvre toujours aux alentours de la fête des mères, là, le 8-9 mai. Alors, oui. ça s'oriente encore pour ça cette année, malgré là, l'interdiction de pouvoir pour les rassemblements. C'est ça. Pour l'instant, on ne sait pas. Écoute, nous, c'est sûr que là, tout est arrêté jusqu'au 4 mai. C'est sûr que je pense qu'à partir du 4 mai, si on a la possibilité, on pourrait ouvrir. Mais là, je ne pense pas que ça va aller si vite que ça. Ça va peut-être retarder quand même encore peut-être de quelques semaines. Moi, vous êtes prêt à ça? Vous êtes prêt à ça? Bien, on n'aura pas le choix. Si le gouvernement dit, bon, les clubs de golf, pour l'instant, on les laisse fermer, on va respecter les directives, on n'aura pas le choix. Puis on va s'ajuster en fonction de ça. Puis je présume qu'on aura, et comme je te disais tantôt, Michel, les associations de golf poussent très fort au niveau du gouvernement pour leur dire qu'il y a moyen de pratiquer ce sport-là avec une distanciation. Mais pour le moment, il y a d'autres domaines d'activité qui sont beaucoup plus prioritaires que les golfs à ouvrir. Là. Je pense juste aux chantiers de construction qui sont fermés et qu'ils ont des maisons à livrer là, pour les mois à venir. Donc ça, c'est sûr, c'est des domaines beaucoup plus prioritaires. Mais les golfs vont avoir, à un moment donné, vont être entendus. Puis il y aura sûrement une date de début à un moment donné. Christian, tiens-nous au courant des prochains développements parce que la population, moi, je te dirais que plusieurs parlent de golf actuellement. Rendu au mois d'avril, on veut pas, on commence à y penser. Oui, et moi, je rassure les gens dans ce sens-là. Tu sais, les gens, moi, je vous ai dit, j'envoie des communications avec mes membres pratiquement toutes les semaines. Puis je leur dis, faites attention à ce que vous lisez dans les médias. Des fois, là, il y a des articles très pessimistes là, qui sont véhiculés. Puis il ne faut pas non plus... tu sais, je regarde aux États-Unis encore, il y a des terrains qui n'ont jamais fermé. Il y en a qui ont fermé, mais il y en a qui sont encore restés ouverts. Puis ces terrains-là, bien, la cope est surélevée. On ne peut plus aller chercher notre balle dans le fond de la cope. La cope est surélevée. Donc, quand on fait notre putt, quand on accote dans le cercle de la cope, bien, on est réputé avoir fait notre putt, puis on part avec ça. On n'enlève plus la pine. Il n'y a plus de râteau dans les trappes. On doit désinfecter les voitures de golf pour ceux qui veulent un quart de golf. Puis, il y a des clubs de golf aux États-Unis qui fonctionnent encore. Donc, je me dis, il y aurait moyen aussi ici de débuter une saison pas trop tard, en mai ou à la limite début juin. Il faut dire que les automnes sont plus longs aussi. Il fait plus beau l'automne. Il fait noir un petit peu plus tôt, mais quand même, on a de beaux automnes. Maintenant, ce qui permet souvent de te récupérer à l'automne. Bien, c'est sûr que dans les dernières années, les mois de septembre ont été très, très beaux. Des fois, octobre, bien, ça finit un peu, ça coupe un peu plus court, mais effectivement, là, les automnes, c'est une belle période pour jouer au golf aussi. Là. Une belle journée de septembre là, pour jouer au golf, c'est fantastique. C'est tellement beau aussi. C'est tellement beau aussi. Le paysage est là, les couleurs changent. C'est fantastique. Christian, tiens-nous au courant des développements. On va attendre pour la date officielle de l'ouverture. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, Michel. On te souhaite de tout cœur une bonne saison. Merci beaucoup, Michel. Au plaisir. Merci. Christian Dionne, directeur général du club de golf de Montmagny, qui était avec nous. Donc, la saison de golf qui s'en vient, nous l'espérons tous. C'est à suivre. Christian nous tiendra au courant. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité sur la scène locale et régionale. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous et je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors voilà, les grands titres de l'actualité sur la scène particulièrement locale et régionale. Oui, José Soucy. Bon matin. C'est lundi de Pâques, oui. C'est lundi de Pâques. Alors, tu te fais une semaine tranquille? Quand même, mais là, j'ai mes 2 enfants, ça fait que je suis heureux comme un roi. Oui, c'était plus tranquille un peu que la semaine dernière. Oui, bien, je pense qu'à un moment donné, c'était Pâques aussi. Les gens ont peut-être décroché. Je pense que c'était bien de décrocher parce qu'à un moment donné, il faut se tourner sur le positif. En même temps, il faisait beau. Je pense que les gens en ont profité pour marcher. Il y avait beaucoup de gens qui marchaient dimanche. Bien entendu, les gens ne pouvaient pas aller à la messe, mais en même temps, on pouvait la suivre à Radio-Canada, comme à tous les dimanches. Donc, c'est quand même pas si mal dans les circonstances. J'ai vu TVA aussi, LCN, qui montrait comment on dit ça? Donc, juste dans le coin de l'écran, à droite, là, en Mortaise, merci. Donc, on voyait là, la messe à la basilique de Montréal. Donc, les gens pouvaient, s'ils le voulaient, suivre leur célébration à la télévision sans y assister. Écoute, je voyais aussi le pape François là, tout seul dans la basilique, alors que la place Saint-Pierre accueille nombre de personnes à chaque année. Des milliers de personnes à tous les ans. Cette année, rien. Là, ça fait curieux pareil. Hein? Ouais. Parlons un peu, là, il y a 17 nouveaux cas positifs infectés à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Oui, ça ne cesse d'augmenter. Par contre, il y a malgré tout des bonnes nouvelles pour notre région, notre secteur, c'est-à-dire que pour la MRC de Montmagny, il y en a toujours 6. Et pour la MRC de Lillet, maintenant, il y en a un cas confirmé. Et lorsqu'on reçoit les chiffres, on dit moins de 5. Est-ce qu'il y en a 3? Il y en a 4. On ne veut pas nous dévoiler par souci de confidentialité. Je la comprends pas trop, celle-là, parce que je pense que les gens mériteraient de savoir. Si on est capable de dire qu'il y en a 5, on devrait être capable de dire qu'il y en a 3 aussi. Moins de 5, on ne sait pas combien que c'est. Donc, ça laisse un peu les gens dans le néant concernant cette situation-là. Mais c'est moins 5 personnes infectées par la COVID-19 dans la MRC de Lillet. Maintenant, pour la Fondation de l'hôpital de Montmagny, on annule les activités de financement, là, puis on lance un appel à tous les masques pour les gens là, qui ont des... C'est un appel à tous là, pour ceux qui auraient des masques. Ben, en premier lieu, Michel, je pense qu'il fallait s'y attendre. La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny qui met un terme à ces activités de financement, ne serait-ce que temporairement, le temps que la crise passe. On ne sait pas combien de temps que ça va durer. Tu te rappelles que la semaine dernière, Michel, le premier ministre du Canada, en l'occurrence Justin Trudeau, qui a affirmé qu'il fallait s'attendre 1 an, 1 an et demi d'attendre avant qu'on ait un vaccin. Et à partir de ce moment-là, on pourrait commencer à sortir un peu du confinement. On ne sait pas trop ce qui voulait aller avec ça, mais en même temps, les gens... ils vont peut-être manquer de patience parce que le premier mois, c'est tout beau, tout nouveau. Mais en même temps, 1 an, 1 an et demi d'attente, je ne sais pas si tu le sais, c'est assez long, c'est pas facile et qu'il faut que l'économie recommence également parce que, oui, là, on peut emprunter une certaine somme, mais on ne fera pas ça toute l'année. Si sur 1 mois, ça a coûté 100 milliards et plus, imagine-toi sur 12 mois, on peut faire une règle de 3 assez rapidement. Donc, pour ce qui est de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, bien, on annule les activités de financement. Mais ce qui est encore plus important, c'est que l'Hôtel-Dieu a demandé ce matin, ce matin dans le bulletin, mais c'est la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, fait effectivement, désolé, qui ont besoin de masques. Tu comprends? Les fameux N95, NK95, bien, sont en demande présentement partout. Tu sais que récemment, Donald Trump a saisi une de nos cargaisons qui était appelée à aller au Canada. Donc, c'est quand même un besoin essentiel pour combattre la crise, c'est-à-dire pour protéger les gens du système de santé. Donc, que ce soit les dentistes, les vétérinaires ou tous les gens qui ont l'habitude d'utiliser ce masque, bien, on vous encourage à appeler la Fondation de l'Hôtel-Dieu afin de donner vos masques pour aider le système de santé qui en a bien besoin présentement. Desjardins, là, qui a fait don, je pense, il me semble que c'est 20 000 masques. Oui, 20 000, absolument, oui. C'est quand même important, mais là, ce qu'on a besoin, c'est justement d'équipement médical. Donc, si vous avez cet équipement médical que le gouvernement recherche, eh bien, ne vous gênez pas, je pense que ce sera grandement apprécié. Tout à fait. Maintenant, pour le CHSLD Héron d'Orval, alors qu'en seul mois, 31 aînés, ça se dit pas bien, mais c'est comme ça, 31 aînés qui sont décédés. C'est vraiment, là, puis écoute, le premier ministre qui est revenu à un point de presse samedi alors qu'il devait être en congé, là, était vraiment dépassé par cet événement-là. Ce
comprends que dans ce dossier-là, Michel, tout le monde se renvoie la balle. Les propriétaires ou les responsables du CHSLD Héron, eux autres disent qu'ils ont demandé longuement au C3S du secteur de l'aide. Et le C3S du secteur qui avait envoyé plusieurs missives au gouvernement du Québec pour dénoncer la situation. Donc, c'est la faute à qui? En une semaine seulement, les morts ont doublé dans cet endroit-là. Et c'est inquiétant parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des aînés qui étaient dans leur couche depuis une semaine, qui n'avaient pas pris de bain, qui avaient le même linge. Là, il y avait un manque d'effectifs également. Les gens avaient peur d'attraper la COVID-19. Donc, tout le monde est un peu perdu là-dedans. Le premier ministre Legault qui est intervenu et qui a demandé par ailleurs une enquête de la Sûreté du Québec parce que c'est beaucoup trop de morts selon les circonstances, malgré tout qu'on s'attendait à en avoir des décès. Sauf que pour l'instant, on est un peu dans le néant. On cherche à comprendre ce qui s'est passé. Et le premier ministre Legault qui a dit... je le cite, que c'était une grosse négligence. Il a entièrement raison. Et là, tu comprends que la petite politique commence à embarquer. On commence à pointer l'ex-ministre de la Santé, en l'occurrence Gaétan Barrette. Mais je pense que c'est réellement pas le temps. On s'attendait à avoir des crises de la sorte. On n'est pas rendu comme l'Italie, c'est-à-dire qu'il y a des gens ou des personnes âgées qui sont décédées en bon nombre dans ce secteur du monde. Mais pareil, je pense qu'il faut prendre des bouchées doubles et s'organiser pour que ces choses-là n'arrivent plus quand même. C'est pas drôle ce que certains aînés vivent. Tout à fait. On le racontait là, d'une préposée aux bénéficiaires, là, une madame qui avait une formation quand même, une grande formation en microbiologie puis en immunologie, qui est allée prêter main forte comme préposée à bénéficiaire. Puis on racontait l'histoire dans le bulletin nouvelle. Là. Il y en a qui vivent ça. C'est effrayant là, pour nos aînés. Là. Imagine-toi, Michel, tu es seul chez vous, dans cet établissement-là, tu n'as pas de visite, les gens fuient les lieux parce qu'ils ont peur de la COVID-19, tu n'as pas de service, tu veux parler à des gens parce que tu te sens seul. La seule compagnie que tu as, c'est la télévision et tu passes tes journées à écouter des mauvaises nouvelles. C'est sûr que c'est quand même difficile pour ces gens-là de garder le moral, tu comprends? Oui, et c'est là qu'on réalise là, que nos aînés ont besoin de soins. C'est pas d'hier qu'on raconte ça, mais là, c'est vraiment beaucoup plus difficile ce que ces gens-là vivent. Et le premier ministre a dit qu'il fallait s'occuper de nos aînés. Et moi, je le supporte là-dedans. Et j'espère qu'ils vont faire le nécessaire. En tout cas, je pense qu'ils vont prendre les moyens pour que ça se règle. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Michel, un jour, ça va être notre tour aussi. Oui. Merci, José, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté d'être là en ce lundi de Pâques. Merci à Jean Carbonneau pour sa présence aujourd'hui. Exceptionnellement, on a accepté d'être là parce que on fait partie du divertissement. Donc, j'espère que cette émission-là vous a plu. On se retrouve demain. Bonne journée. À demain. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.